Bonjour mes chers étudiants, et aujourd'hui nous avons un nouveau sujet, c'est la maladie du système reproducteur féminin et la maladie de la cyne, de la glande mammaire et bien sûr les maladies de la grosseuse. C'est un très grand groupe de maladies avec une différente causes et différentes étiologies, différentes pathogénèses, qui est très importante pour la bonne compréhension de toutes les maladies du système reproducteur féminin. C'est que il y a trois troubles dans ce système qui peuvent provoquer les différentes maladies, différents changements dans ce système. Et bien sûr, chaque ces processus peut passer l'un dans l'autre. Par exemple, ici, il y a le schéma par exemple, les maladies inflammatoires de ces systèmes peuvent provoquer le trouble des hormonal. Et le trouble des hormonal, bien sûr, pouvant provoquer aussi les maladies inflammatoires. Et en groupe, ces deux peut provoquer l'oncologie. Et bien sûr, comme les maladies inflammatoires chroniques, isolées peuvent provoquer différents processus oncologiques et comme les maladies des hormonales. Bon, on commence par les maladies inflammatoires. C'est en général, il y a les maladies inflammatoires et le col de l'utérus, c'est bien sûr de corps et de trompée utérine et des ovaires. Par étiologie, euh, c'est pour être différents agents infectieux. Et par exemple, sur cette diapositive, il y a l'exemple de l'agent infectieux que nous pouvons détecter surtout dans le système féminin. Et bien sûr, ça fait caractère pour les hommes. Mais dans ce cas, c'est pour être le syphilis. Le syphilis, c'est une maladie à cause de le tréponema pallidum et c'est avec une utilisation de l'argile, nous pouvons détecter entre les cellules nombreux bactéries comme les petits fils de couleur noire. C'est le tréponema pallidum. Et le tréponema, il y a les différents stades de la syphilis, et primaire, secondaire et tertiaire syphilis. Et pour chaque stade, il y a les signes spécifiques et il y a les changements morphologiques spécifiques. Mais en général, cette maladie est caractérisée de formation des granulomes. Elle se développe comme le processus inflammatoire granulomateux avec une formation de nombreux nodules où il y a cette infection, où il y a l'invasion de la tréponema dans le lieu primaire de l'invasion de la tréponema. Et bien sûr, je veux aussi rappeler que les composants de cette granulome syphilitique ou venose, et que peut caractère, mais très rare, c'est la présence de nécrose au centre de cette granulome. C'est un type de la nécrose spécifique, ça s'appelle nécrose goumose. Et au périphérie, habituellement, se trouvent les cellules lymphoïdes, comme ici, il y a nombreux petits points de couleur
le bleu et violet, et ce sont les lymphocytes et aussi regarder la présence d'histiocytes et pouvant situer les cellules géantes multinucléaires. C'est les macrophages sont transformés les cellules géantes multinucléaires avec un nombre noyau qui se trouve au périphérie de ces cellules, comme le fer de cheval, et comme le signe principal pour la différenciation de cette granulome avec les autres granulomes, c'est l'endovasculite. C'est la prolifération de l'endothélium et c'est l'inflammation de les parois vasculaires. Aussi, par l'étiologie des maladies inflammatoires, c'est peut-être c'est peut-être les différents microbies comme chlamydie que provoquait le chlamydiase. Ici, il y a les cellules spécifiques, quelques cellules spécifiques. C'est ici, sur cette photo, c'est les méthodes spécifiques comme le cytologie, c'est l'éducation des cellules. Sur les deux images, c'est très important. Sur les deux images, c'est la préparation histologique. C'est peut-être biopsie et c'est peut-être le parti de l'organe après l'opération chirurgicale. Et par exemple, pour c'est un agent infectieux comme le chlamydiose, très caractère les grandes cellules avec un noyau qu'elle est déformée et avec quelqu'un noyau, c'est peut-être. Le agent infectieux, ici comme l'exemple, c'est le cytomégalovirus. Cet agent infectieux très caractère pour les patients avec une immunodépressie, avec une sida, mais l'infection du cytomégalovirus peut être héréditaire et cette microbie, cet virus caractériser le dommage de tous les organes internes et peut provoquer la pneumonie, mais dans ce cas, c'est bien sûr peut provoquer le dommage de le système reproducteur féminin. Et il y a le signe pour la différenciation, c'est les grandes cellules comme les œils des hiboux. Serait la présence des grandes cellules avec une très grande et très riche cytoplasme et au centre se trouve le noyau et au périphérie de ce noyau il y a les zones plus blanchâtres comme à l'œuvre de ce noyau et enfin c'est donné le vœu comme l'œil debout. Il y a les différentes d'autres maladies infectieuses, c'est peut-être comme l'infection fongique, Candida albicans, ici nous pouvons voir les fils de cette candida sur ces cytologies qui peut provoquer le candidose. Comme les dysbactérieuses dans le vagin, avec une accumulation des masses comme le fromage. Et c'est peut-être comme le processus aigu et chronique avec une nombre récidive. Et comme l'agent très dangereux, tous les agents sont dangereux, mais le
le papillomavirus humain, c'est très dangereux parce que provoquer les changements dans l'épithélium squameux, l'hyperplasie de l'épithélium squameux, le dysplasie, et c'est peut-être comme le processus précancéreux parce que le candylome, il y a une dysplasie de l'épithélium squameux, c'est très surtout, et pouvant transformer en cancer, de l'épithélium squameux. Bon, par les maladies hormonales, anormal, il y a le cycle menstruel. C'est par la morphologie. Le cycle menstruel caractérisé de l'échangement dans les membranes muqueuses de l'utérus et durer habituellement 28 jours. Et les oestrogènes et la progestérone contrôlant la croissance et la différenciation de ces cellules épithéliales dans le corps de l'utérus, ainsi que du tissu conjonctif associé. Normal, il y a 4 phases. 3 phases en général de la cycle menstruel. La phase menstruelle, règle durait en moyenne 3 à 4 jours. Ça serait la destruction de l'endométrium avec une desquamation de l'endométrium et l'hémorragie. C'est cette phase menstruelle. Le phase suivante, c'est le phase proliférative et de longueur variable, 8 à 10 jours peut-être en moyenne. Et cette phase caractérise que tous les glandes de l'endomètre vont avoir les cellules de cette glande très basophiles. Il n'y a pas de quelconque sécrétion et le stroma de la membrane muqueuse serait prolifératif, hypercellulaire, serait nombreuses cellules dans le stroma, et que c'est important pour la détection, pour la différenciation de cette phase, serait la présence des mitoses dans les cellules dans l'épithélium glandulaire, nombreuses mitoses. C'est que très caractère. Et la phase suivante, c'est la phase de sécrétion. Et cette phase caractérisée de l'hyperproduction des muqueuses dans les cellules prismatiques de cette glande. Et ce serait accumulation de la muqueuse sous les noyaux de l'épithélium prismatique des glandes endométriennes. Ici, il y a comme la formation des vacuoles qui se trouvent sous les noyaux. Et le phase de sécrétion, il y a 3 stades, c'est la sécrétion presseuse, comme la sécrétion moyenne, mi-sécrétion, et la sécrétion tardive, et tous les stades de la sécrétion, bien sûr aussi caractérisés de l'œdème de l'endomètrium et de présence de nombreuses fissures.
et le phase de sécrétion tardive caractérisée de la prolifération et de comme la prolifération de cet épithéliomes prismatique avec comme la formation des papillés et les glandes seraient très grands en volume et pourraient avoir différentes formes et différentes tailles. Et bien sûr, après cette stade, s'il n'y a pas d'implantation, ce serait cette stade encore pour le stade menstruel. S'il y a quelqu'un trouble de cette stade, de la durée de cette stade, c'est-à-dire qu'il y a le trouble hormonal dans l'organisme. S'il y a le changement de temps de cette stade, de cette phase. Et comme les causes de le trouble hormonal, c'est peut-être comme la pathologie ovarienne, pathologie de la glande surrénale, ou les pathologies du système nerveux central, de l'hypophyse, de l'hypothalamus. Et bien sûr, ce serait le changement de présence dans le sang de l'estrogène et le progestogène. Et bien sûr, puis peut provoquer les différents symptômes et les signes cliniques dans le cycle menstruel, c'est aménorrhée, dysménorrhée, ménorrhagie, métrorragie et infertilité. Et c'est tout le trouble hormonal, très surtout provoquer les maladies tumorales, en général de la gorge, d'utérus ou d'ovaire. Et je veux rappeler vous l'anatomie normale de la système reproducteur féminin. Nous savons que c'est l'utérus, et dans l'utérus, il y a le corps de l'utérus. Cette corps se compose de 3 parois, c'est l'endométrium que nous allons voir maintenant. C'est le myométrium et c'est la membrane séreuse. Et bien sûr, dans l'utérus, il y a le col de l'utérus qui se compose de 2 parties. C'est endocervix avec une zone de transpiration et exocervix où il y a cette canal. Un canal de la colle de l'utérus. Il y a deux ovaries et 2 trompes utérines. C'est l'anatomie normale. Et par exemple, les maladies. Au début, ce serait les maladies du col de l'utérus. Et comme vous le savez, c'est à cause de différents agents. Et c'est peut-être, bien sûr, le traumatisme chronique. C'est peut-être intoxication locale. Et quels sont les changements? C'est peut-être l'hyperplasie épidermoïde avec une hyperkératinisation. Ici, nous voyons comme formation de cette structure comme les papillés de l'épithélium squameux. C'est tout, ce sont les signes de l'hyperplasie. C'est comme la réaction sur l'altération chronique. Et si nous voyons hyperkératinisation. C'est aussi peut-être comme le processus dans le vagin et sur les organes féminins externes. L'hydradénome papillaire. Nous savons qu'il y a les glandes
il y a les glandes et dans les organes internes, le système reproducteur féminin, dans les organes internes, dans le corps col de l'utérus. Et l'hydradénome papillaire, c'est le tumeur bénigne qu'elle caractérisée de l'augmentation de volume de cette glande avec une formation, avec une hyperplasie de l'épithélium prismatique, avec une formation de nombreux papillaires qui se trouvent dans la lumière de cette glande. C'est le processus bénigne, mais le traitement spécifique, c'est bien sûr seulement la chirurgie. Génitale, c'est que j'aime raconter que c'est de le papillomavirus humain et cette agent infectieux, cette virus provoquait l'altération de l'épithélium squameux. La localisation principale, c'est la région anogénitale où c'est peut-être le vagin et le col de l'utérus avec une formation de verrues. Et microscopiquement, nous voyons l'hyperplasie de l'épiderme, comme ici, oui, avec une formation du papillaire. Et ici, il y a l'altération, les changements dystrophiques de l'épithélium squameux avec une formation de halo. Ces sites sont blanchâtres aux périphéries du noyau. Et ça s'appelle collocytose. Et ce processus peut avoir le dysplasie et puis peut transformer en le cancer de l'épithélium squameux. Et c'est très très dangereux. Dysplasie vulvaire, c'est peut-être le dysplasie de l'organe plus interne, c'est comme le col de l'utérus et le vagin, mais pour la différenciation, c'est la kératinisation sur les organes internes, il y a l'épithélium squameux avec une kératinisation, c'est normal. Mais dans le vagin et dans le col de l'utérus, il y a aussi l'épithélium squameux sur la surface, mais cet épithélium squameux non kératinisé. Et sur cette micro-préparation de la vulve, nous voyons la présence de l'infiltration des lymphocytes, c'est-à-dire qu'ici il y a l'inflammation chronique. Et cette l'inflammation chronique peut provoquer les changements dysplastiques de l'épithélium. À gauche, il y a l'épithélium qui est normal et il n'y a pas de changement de les cellules squameuses. Et ici, dans cette zone, il y a un processus hyperplastique. Qu'est-ce que dysplasie? Dysplasie, c'est le trouble de prolifération cellulaire et de leur transformation en cellules normales. Et pendant le dysplasie, nous voyons la migration des nouveaux cellules hautes qu'ils se retrouvent en dehors. Et il y a de nombreuses cellules avec un changement dystrophique, avec une halo, comme ici. Dysplasie, c'est un processus précancéreux. Et on commence à étudier le processus dans le col de l'utérus. C'était le processus comme général pour les organes externes de le système féminin pour le vagin. Et maintenant, je veux rappeler aussi un peu pourquoi l'anatomie et l'histologie normale de la col de l'utérus. C'est la col de l'utérus avec une canne. C'est l'exocervix. C'est le canne
lumière externe. Et microscopiquement sur la colle de l'utérus, il y a l'épithélium squameux non kératinisé. Et que important, c'est qu'il y a le zone de la transformation de cet épithélium. Et cette transformation est normale. Ici, nous voyons l'épithélium squameux qui est transformé en l'épithélium prismatique. C'est-à-dire qu'ici, il y a le zone de la colle d'utérus externe et c'est comme la transition de cet épithélium dans l'endocervix. Et c'est tout, c'est normal. Et il y a le glande de la colle de l'utérus. Ici, il y a une petite hyperplasie de ces glandes. Bon, et macroscopiquement, pour la compréhension, c'est le vagin, c'est le col de l'utérus. C'est normal sur la coupe et nous voyons l'exocervix et l'endocervix. Et ici serait cette zone avec une épithélium prismatique et serait le zone de la transformation. Ici, sur ces lieux, le zone de la transformation de l'épithélium squameux en l'épithélium prismatique. Le kyste de Naboth, c'est cette transformation des kystes, transformation des glandes de la colle utérine. Ici, à cause de les différents, peut-être le traumatisme, mais en général, c'est le trouble dyshormonal. Et c'est peut-être comme la transformation, la formation des kystes isolés, c'est peut-être et le nombreux kystes avec une différente taille, très petite et plus grande. Et ici, nous voyons sur la colle de l'utérus, dans le col, très grand kyste, dans quelques centimètres, je pense. Et il y a un plus petit kyste, comme ici. C'est processus un peu dangereux parce que il y a le risque de la rupture de cette kyste et c'est le traumatisme bien sûr de la de l'utérus. Par les maladies, tous les agents infectieux sous les différents facteurs physico-chimiques vont provoquer le cervicite. C'est l'inflammation de cette canaux de la colle de l'utérus. Et le cervicite peut être aigu, bien sûr, et chronique. Pendant le cervicite aigu, ce processus serait caractérisé de l'hyperémie, de présence de neutrophiles, avec une formation d'érosie et de l'ulcère sur la colle de l'utérus. Et c'est sur cette micro aussi, il y a une petite hémorragie sur la surface. Et nous pouvons voir l'accumulation du pus, la libération du pus. Et le cervicite chronique caractérisé bien sûr par l'infiltration des lymphocytes, d'histiocytes, des cellules plasmatiques, c'est peut-être d'exploitation de l'épithélium prismatique des canaux. Le cervicite chronique peut provoquer l'œdème de l'estomac et formation des kystes de Naboth et formation des polypes. Et ici, sur cette préparation,
nous voyons l'infiltration des lymphocytes, l'hémorragie s'il y a, et dans cette glande aussi, et au périphérie de cette glande, il y a un nombreux lymphocytes. Et comme le signe, c'est à la fin, c'est peut-être le métaplasie épidermoïde cervicale. C'est le métaplasie de l'épithélium de la glande du col de l'utérus. Normalement, dans les glandes, elle se compose de ces cellules prismatiques. Et s'il y a le processus qui dure très longtemps, nous pouvons voir le métaplasie de cet épithélium prismatique en épithélium squameux. L'épithélium squameux non kératinisé. Et nous voyons qu'ici il y a le processus chronique et il y a que c'est le processus actif, il y a la présence de nombreux neutrophiles dans l'épithélium et dans le stroma, nombreux neutrophiles. Que aussi dangereux, c'est la dysplasie de l'épithélium, c'est que je vais raconter. C'est à cause de le papillomavirus avec le mange de l'épithélium superficiel de l'épithélium squameux avec une formation des coïlocyteuses, comme ici une coïlocyte. Et puis, ça peut provoquer la transformation en néoplasie. Et cette néoplasie, il y a 3 stades, 3 grades, et caractérisée de la trouble de la production de transformation de cette cellule de l'épithélium basal. Et le différent, c'est le niveau de changement de ces cellules, de cette hyperprolifération des nouveaux cellules, qu'elles sont très mal différenciées. Et le premier stade caractérisé, bien sûr, de la coïlocytose. Et il y a l'hyperplasie de l'épithélium basal et ces cellules tirent de tout l'épithélium squameux. Le néoplasie grade 2 caractérisé de plus grande l'hyperplasie de ces cellules, de ces cellules. Et cette cellule occupait moitié de l'épidermis. Et le néoplasie de la grade 3 caractérisée de la totale hyperplasie de migration de ces nouveaux cellules de tous les niveaux de l'épithélium épidermoïde, de l'épithélium squameux. Et comme le résultat défavorable de ces dysplasies, les dysplasies peuvent avoir vu macroscopiquement, mais comme l'épidérésion, c'est peut-être peut avoir le couleur blanc ou rouge, surtout. Et comme le résultat de la néoplasie, c'est le carcinome squameux de la colle de l'utérus, et je veux rappeler surtout à cause du virus, de la papillomavirus humaine. Et qu'est-ce que nous avons c'est peut avoir le carcinome peut avoir une différente taille et
habituellement ce qu'on peut sur la surface de la colle de l'utérus, c'est s'il y a un très grand tumeur avec une surface comme granulaire et une couleur plus blanc. Sur cette préparation, cette carcinome, il y a une forme comme un nodule que provoquer aussi les déformations, peut provoquer la douleur. Et microscopiquement, bien sûr, comme tous les tumeurs, malignes, le carcinome squameux, c'est que vous savez, caractérisé de l'hyper reproduction de cellules squameux atypiques avec une inframiteuse atypique, et le pléomorphisme cellulaire de noyau et les cellules de cette tumeur formant les foyers comme lésions de cette cancer. Et par les différenciations, le carcinome, bien sûr, le carcinome squameux, bien sûr, peut avoir 3 stades, 3 grades, comme bien différencié, mal différencié et un peu différencié. Et c'est peut-être le carcinome squameux avec une hyperkératinisation et formation des perles. Ainsi comme le signe de le carcinome squameux bien différencié ou moyen différencié. Les différents changements d'endomètre nous pouvons détecter. Bien sûr, les différents médicaments et les différents changements de temps jouent un rôle important. Et par exemple, le préparation comme orale, les contraceptifs, provoquer les décisions de trauma et non, c'est décidualisation de la membrane muqueuse de l'utérus. C'est comme le processus adaptatif pour bien et se développe cette décidualisation quand il y a un grosseur pour bien implantation de l'embryon. Et c'est comme le résultat de ces médicaments. Endomètre post-ménopausique, c'est le résultat pour le ménopause. C'est quand serait l'atrophie de la membrane muqueuse de l'utérus et ça peut provoquer la formation de kystes avec une atrophie de l'épithèle de l'éclat et il y a les changements de nombre de ces glands serait un très petit nombre. Et c'est gland avec une épithèle non active comme proliférative. Et par les maladies de l'endomètre, c'est peut-être l'endométrite. L'endométrite, c'est l'inflammation de la muqueuse de l'utérus. L'endométrite peut causer de lésions bactériennes et infectieuses, bien sûr, et fongiques, et peut être aiguë et chronique. Et l'endométrite aiguë, il y a le signe macroscopique spécifique.
Le l'endomètre, il y a une couleur plus verte parce qu'il y a accumulation de neutrophils. Ce serait une production du pus et microscopiquement, ce serait la présence de neutrophils dans le stroma et dans le lumière de les glandes de l'endomètre. Et l'endométrite chronique, c'est ce processus caractérisé par peut-être la cicatrisation de la membrane muqueuse, de présence des cellules lymphoïdes avec une formation des follicules lymphoïdes, bien sûr. C'est aussi le signe de l'inflammation chronique. L'adénomiose. L'adénomiose, c'est comme l'endométriose interne et l'adénomiose caractérisée par la présence des composants de l'endomètre. C'est le composant glandulaire, comme ici sur cette micro-préparation. Et c'est peut-être la présence de stroma. De deux composants de l'endomètre. L'adénomiose, c'est le composant de l'endomètre dans les myomètres. Et c'est ici 3 glandes endométriales se trouvent dans le myomètre. Ça peut provoquer l'hémorragie dans le myomètre parce que cette glande hormonoactive et les glandes, l'épithélium peut changer leur stade, leur phase menstruelle. L'endométriose, c'est aussi la présence de les composants de la glande endométrielle avec une stroma dans les autres organes. C'est peut-être l'endométriose du côlon et de rectum dans la cavité abdominale. C'est tout très dangereux parce qu'il y a le risque de l'hémorragie. C'est comme j'ai dit, pendant l'adénomiose, l'endométriose, c'est les glandes de muqueuse endométrique. Et ces glandes changent leur fonction et pouvant desquamer et pouvant provoquer l'hémorragie. Et sur cette macro-préparation, nous voyons le très grand kyste de l'ovarie avec une accumulation du sang. Micro du côlon, ici la membrane muqueuse du côlon et dans le paroi musculaire du côlon, il y a une très grande zone avec le composant stroma, les glandulaires de l'endométrium. C'est cette endométriose. Et ici, il y a cette phase menstruelle avec une libération de sang. Le polype de l'endomètre. Le polype de l'endomètre a causé de troubles déshormonal en général est caractérisé comme le processus hyperplastique de les glandes et de stroma de l'endométrium. S'il y a très grand polype et ils peuvent être isolés et nombreux et peuvent avoir différentes tailles. Et cliniquement, c'est provoqué le métrorragie
c'est provoquer le post-menstruel qui durait très longtemps. Et il y a différents types de les polypes, polypes de l'endomètre, c'est le polype kystique, et fibreux, et fibrokysteux, fibroglandulaire, différents types. Et les polypes, bien sûr, il y a le risque de la malignation et de la dysplasie de l'épithélium glandulaire, et puis c'est peut provoquer l'adénocarcinome de l'endométrium. Et comme le processus hyperplastique, c'est l'hyperplasie de l'endométrium. L'hyperplasie de l'endométrium, ce processus est chronique. Et ce processus caractérisé du changement de rapport, des composantes épithéliales et des composantes stromales serait la présence de nombreux glandes de l'endomètre, et le nombre de ces glandes serait plus comme de ces composantes stromales. Et aussi, il y a différents types de l'hyperplasie de l'endomètre. C'est peut-être l'hyperplasie comme adénomateuse, adénokystique, et comme le signe, c'est peut-être la présence de l'inflammation des lymphocytes. Et l'hyperplasie peut en être non typique et atypique. Je pense que vous comprenez que la différence, c'est la structure de l'éclat, c'est la présence des signes atypiques. Et l'hyperplasie de l'endomètre typique peut provoquer le carcinome de l'endométrium. L'adénocarcinome de l'endométrium, il y a les différentes classifications de cet adénocarcinome. Et macroscopiquement, le carcinome peut avoir un lieu comme très petits polypes ou comme de nombreux polypes. Ou comme ici, quand très grande masse, forme irrégulière, quelque chose très étranger. Et microscopiquement, à gauche, nous voyons cet adénocarcinome avec un différent grand gland et avec un pleomorphisme. Et en droit, il y a le zone de l'endométrium qui est très normal. L'éomiome. Le léomiome, c'est le tumeur mésenchymateuse de l'utérus. Et l'éomiome peut caractériser de formation des nodules. L'éomiome peut être bénigne et maligne, bien sûr. Et la différence, c'est le nombre de mitoses. C'est la différence principale que nous pouvons détecter au début de l'éomiome. Et morphologiquement, le léomiome peut être isolé et comme de nombreux nodules. Et par localisation, le léomiome peut se trouver sous muqueuse. C'est une note très bien encapsulée, peut se trouver sous muqueuse dans le myométrium et sur le cirrhose, et se compose de très longues cellules, comme le myomètre, avec une
avec des noyaux qui peut très long. Et peut avoir la présence de l'ionisation, c'est aussi normal. Les muons durent très longtemps et les muons peuvent provoquer les différents cycles, c'est diminuerait, amènerait et bien sûr la déformation de la corpus de l'utérus et de rares myéliomes peuvent se développer dans le col de l'utérus avec une occlusion de la lumière de cette col de l'utérus. Bon, le partie suivante, c'est la maladie de la trompe utérine ou oviducte, ce sont deux conduits musculaires très mobiles et d'environ 2 cm de long et chacune d'elles possède une extrémité dilatée informée d'entonnoir, le pavillon. Et le pavillon, il y a le parti comme l'ampoule et l'isthme et le segment utérin ou intramural. C'est le cadre composant de la trompe de l'utérus et microscopiquement, le trompe de l'utérus composé de nombreux papillaires comme le bile avec un épithélium prismatique, c'est tout, j'ai un rôle pour la migration des zygotes dans cette trompe utérine et par la production de la muqueuse. Et ovarien du normal, il y a leurs composants, c'est peut-être comme le corps lutéin, c'est les présences de nombreux follicules, comme ici, nombreux follicules, il y a ici, c'est le stroma hypercellulaire et c'est peut-être la présence de le corpus jaune, le corpus albicans et les ondes comme le follicule mûr. C'est tous les composants de l'ovaire. Bon, par les maladies aussi peuvent être aiguës, chroniques, c'est peut-être les maladies inflammatoires, mais que c'est très surtout, c'est la formation des kystes folliculaires. Les kystes folliculaires se développent dans les follicules quand il n'y a pas de la rupture de cette follicule qui se développe normalement. Et ce serait une accumulation de liquide et avec une transformation de cette follicule en kyste. C'est-à-dire que ce kyste folliculaire et le kyste folliculaire, il y a l'épithélium microscopiquement comme les follicules. Et ici, nous voyons le tube de l'utérus et les ovaires avec une centre de cette cavité. C'est le kyste. Le corpus jaune, très surtout, peut transformer en kyste et comme la complication, de le kyste du corpus jaune, c'est l'hémorragie avec une accumulation de sang, comme ici, kyste adénome. C'est comme l'exemple de la tumeur bénigne de l'ovarienne. C'est peut-être un kyste adénome sérieux peut avoir quelqu'un
quelqu'un cavité, c'est peut-être comme le processus multikystique avec une différente taille de cette kyste, avec une accumulation des liquides de couleur jaune, c'est liquide clair, et le surface de cette kyste est lisse. Les parents sont très minces. Et comme le variant de la tumeur maligne, c'est le cystadénocarcinome se développe dans cette kyste adénome. Et comme le signe macroscopique, c'est que sur la surface de l'apparent interne, ce serait l'hyperprolifération et formation de nombreux papillaires du couleur blanchâtre. Et aussi, microscopiquement, ce serait la formation des papillaires avec l'atypisme, le polymorphisme cellulaire. Tératome kystique mature, c'est le tumeur bénigne parce que il y a le tératome pas mature. Mais le tératome kystique mature caractérisé de formation de la cavité kystique, comme ici, et ce serait l'accumulation de gras, des dents et des cheveux. Le tératome kystique mature peut avoir les organes parce que ce tumeur se compose de trois feux d'embryogenèse et c'est sur cette micro-préparation nous pouvons voir que ce tumeur il y a les différents composants. C'est les glandes et le tissu adipeux et le cartilage et les glandes aussi. Très différents composants. Ok. Et les maladies graisseuses. Les maladies graisseuses. Ici, il y a différents types de la graisseuse. C'est peut-être bien sûr la graisseuse extra-utérine et c'est peut-être le trophoblast, choriocarcinome et c'est peut-être les différents troubles et le dommage de la placenta. Comme l'infarctus, le nécrose, le calcineux et d'autres types de troubles de placenta. Mais par le graisseuse extra-utérine, cet processus caractérisé de la graisseuse quand serait graisseuse en dehors de l'utérus et c'est peut-être se développer dans le tube utérin, et dans les ovaries, et dans le col de l'utérus et dans la cavité abdominale. C'est peu développe, mais le cause principale, c'est les différentes maladies inflammatoires chroniques de l'évolution du système reproducteur féminin. C'est pour être les maladies inflammatoires chroniques de la tube de l'utérus, de la trompe de l'utérus et du col et de la gorge parce que tous les processus chroniques provoquaient le sclérose. Le sclérose, l'occlusion de la lumière des voies et l'obturation. Et c'est pas possible la migration de cet embryon dans l'utérus. C'est très dangereux
parce qu'il y a le risque de la rupture, par exemple comme ici dans cette trompe de l'utérus est macroscopiquement. Le trompe de l'utérus, c'est la localisation principale de cette grosseuse extra-utérine et macroscopiquement, ce serait comme l'augmentation en taille de quelconque partie de la trompe utérine et comme le résultat, c'est peut-être la rupture avec une très grande hémorragie, et c'est peut-être le choc hémorragique et la mort. C'est très dangereux, mais c'est très rare. Et ici, il y a le trompe et l'embryon. Et microscopiquement, ce serait comme le signe de la grosseuse microscopique. Ce serait la présence de la ville placentaire. Comme ici, sur cette micro-préparation, à gauche, il y a les villes placentaires. Et bien sûr, il y a l'hémorragie dans le stroma et le tissu avec des duales et il y a les papillaires de la trompe utérine. Le placenta normal, il y a deux surfaces, et la surface de la mère et de l'enfant. La surface de la mère, c'est de l'enfant, et microscopiquement, se compose des villes, avec une différente taille, même cette ville, il y a une petite taille. Et sur la surface de cette ville, il y a étudié les trophoblastes et syncytiotrophoblastes. C'est aussi important pour la compréhension des maladies trophoblastiques. Et c'est peut-être la présence de nombreux petits vaisseaux capillaires et veineux. Mole idatiforme. Le mole idatiforme, c'est une maladie caractérisée de la transformation de cette ville en kyste. Il y a de grands risques de la mort. Et ici, c'est cette transformation en kyste de cette ville, cette maladie grasseuse avec une formation de nombreux comme les bulles, dans le corpus, de l'utérus. C'est comme de nombreux petits vésicules profonds et continus liquidés. Et histologiquement, ce serait la transformation de cette ville en kyste. C'est le signe. Nous pouvons voir pour la différenciation et le ville normale et avec une transformation de cette kyste, avec une formation de cette vésicule. Chorion carcinome. Chorion carcinome chorion épithélium, c'est comme la forme maligne de la maladie trophoblastique. C'est le tumeur maligne qui se développe par les voies, par le fil du placenta. Et c'est peut-être comme le résultat de mole idatiforme chorion carcinome. Et si
Et ici, nous pouvons voir l'utérus sur la coupe et dans le paroi de cette courbe, il y a cette croissance de cette très dangereuse tumeur. Et macroscopiquement, cette tumeur, il y a une vue comme le sponge, en couleur rouge, brune, parce qu'il y a une nombreuses hémorragie. Et microscopiquement, ces cellules se composent de deux types de cellules. C'est les cellules atypiques qui est plus basophile avec une grande noyau. C'est les cellules de syncytium et il y a les cellules plus claires comme les cellules de cytotrophoblastes ou c'est les cellules s'appellent comme les cellules de Langhans. Et ces cellules qui est le plus clair, il y a le glycogène dans le cytoplasme. Et pour cette tumeur, il y a une voie de métastase. La voie de métastase principale, c'est la voie hématogène. Et ici, c'est pour provoquer la formation des métastases de la vagine, dans le poumon, dans le cerveau, les os et dans le foie. Et c'est marque en préparation de la foie avec une nombreux feuillet de couleur brune. C'est tout, ce sont les métastases de orion carcinome. Maladie du sein ou des glandes mammaires se divisent encore et se divise aussi pour les maladies inflammatoires. Maladies inflammatoires non spécifiques, il y a les maladies et les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Et microscopiquement, les seins se composent des cellules et de la glande et de bois et de tissus adipeux et bien sûr de la tissu fibrose. C'est le tractus de la glande mammaire. Et normalement, les glandes, il y a l'épithélium prismatique qui puis serait produit le lait. Par les maladies infectieuses, bien sûr, il y a manite c'est peut-être à cause d'eux, et les gènes infectieuses comme le streptocoque, staphylocoque, il y a l'altération de la surface superficielle du sein, et c'est pour provoquer l'infection de la tissu du sein, ou ça peut avoir le voie hématogène. Et macroscopiquement, bien sûr, ce serait l'œdème, l'hyperémie de la glande, c'est un peu comme diffuse, régional. Et micro, bien sûr, c'est cette accumulation des neutrophiles dans l'estomac et dans la lumière de les glandes, comme ici, avec une macrophage et nombreux neutrophiles. C'est un processus aigu. Comme complication, bien sûr, c'est peut-être la formation d'abcès aigu, d'abcès chronique. L'abcès, c'est l'inflammation suppurée très bien limitée. Très bien limitée. Pour les tumeurs bénignes. Les tumeurs bénignes, très surtout, c'est l'adénome, c'est peut-être fibre adénome. Cette tumeur, il y a une très petite taille,
encapsulé, très bien limité. Et macroscopiquement sur la coupe, il y a cette surface homogène de couleur blanche. Et micre se compose de tissus fibreux et de la glande. Les glandes peuvent transformer en kyste et peuvent en avoir très étranges formes, comme ici les différentes tailles, et se compose de tissus fibreux. Et pour la différence, à droite, il y a le partie de la glande mammaire normale. Par exemple, peut se développer le papillome intracanalier. C'est aussi le processus bénin qui est caractérisé de l'hyperprolifération de l'épithélium de la glande avec une formation du papillome. Mais il y a le risque de malinisation. L'hyperplasie épithéliale, c'est aussi comme la réaction sur quelqu'un en inflammation chronique est caractérisée de cette hyperplasie de l'épithélium, très grande hyperplasie. Comme le résultat, c'est le dysplasie avec une présence de signes de l'atypisme avec les cellules avec un polymorphisme cellulaire nucléaire. Nous pouvons voir que les cellules de l'épithélium de ces glandes sont différentes et les noyaux sont différents. Ici, il y a le signe de l'atypisme. Et puis, se développe le carcinome. Il y a le carcinome infiltrant, il y a le carcinome invasif, et macro et micro, c'est tous les tumeurs, il y a les signes comme tous les tumeurs malignes. Comme ici, c'est cancer, carcinome invasif, très en forme irrégulière, très mal limitée. Nous montrons part de cette tumeur. Et il y a les différentes vues sur la coupe. Et micro, bien sûr, se compose des cellules atypiques. Et il y a les zones de la nécrose, très grandes zones de la nécrose, comme ici, et la présence des cellules, comme les neutrophiles. Bon, c'est tout pour aujourd'hui pour ce sujet. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Merci de votre attention et bonne journée. Au revoir.